je me dis, s'il s'est suicidé, il devait passer des mauvais moments dans les douches. Et parce que je pense qu'un mec qui rentre en prison pour un double homicide sur une femme et un enfant de 2 ans, je pense qu'il peut passer des mauvais moments. D'un côté, je mange du coq au vin et du bœuf bourguignon, et chez ma mère, je mange des hamburgers micro-one avec le steak dur au milieu, quoi. Il y a vraiment ce truc où ça fait du bien parce qu'en fait, ça permet d'en parler, mais sous un prisme joyeux. Ouais. Bonjour Louis, bienvenue sur VA+. On est ravis de te recevoir à l'occasion de la sortie de ton livre J'aurais dû être là, aux éditions Fayard, qui est sorti la semaine dernière, et dans lequel tu racontes le drame qui t'est arrivé quand t'avais 14 ans, le meurtre de ta mère et de ton demi-frère Maï de 2 ans. Donc c'était pas un livre hyper good mood, je trouve. Alors non, ouais, je suis d'accord, mais Et sur ça la a fin, ouais, pas... sur la fin un peu plus quand même. Tu veux dire... Ouais, t'apportes un peu d'espoir. Ouais. Et ça a pas dû être hyper good mood à écrire. Non. Non, parce que, en fait, c'est ce que j'explique à chaque fois, mais c'est en gros, quand j'ai voulu écrire le livre, c'est parce que mon père m'a transmis une boîte avec des archives dedans, des coupures de presse, des ordonnances judiciaires et des rapports de médecins légistes. Forcément, j'avais pas connaissance de ça à 14 ans. Euh, et quand je découvre ça, donc je découvre vraiment, sans rentrer dans le glauque, parce que c'est pas ce que je fais dans le livre, c'est pas l'idée d'être dans le détail de ce truc-là, mais voilà, les rapports de médecins légistes, enfin, il y a vraiment, c'est très précis, quoi. Ouais. On est vraiment sur la trajectoire des balles, ça rentre où, ça ressort où, enfin, donc c'est évidemment pas good mood le livre en soi l'est plus, je trouve, parce que écrire, c'est compliqué, parce que je me retrouve dans un truc de devoir ressasser le passé, et, euh, et de devoir un peu faire presque un travail d'enquête, parce que j'ai beaucoup de dossiers, je relis tout, mais ça me donne envie d'écrire le livre, mais je trouve pas que enfin après, je sais pas, je trouve pas que le livre soit bad Mais mood. j'ai pleuré. Bah après, non, mais je peux comprendre que ce soit touchant, mais t'as pleuré plusieurs fois. Ouais. Parce que les trucs avec les enfants qui meurent, moi, ça Ouais, me... non, mais ça, je peux comprendre. Mais avant de rentrer, du coup, dans le vif du sujet, j'avais une question par rapport à la couverture. Est-ce que c'est pas un peu mégalo d'avoir une géante photo de toi en noir et blanc qui bouffe la moitié de la page? Ça l'est un peu. Alors, je dirais que à la base, moi, ma première idée je comprends que ça, c'est une vanne de base, mais ma première idée, en vrai, c'était de mettre une photo moi petit avec ma mère à côté. C'était vraiment ma première idée. Fayard, ils sont un peu plus dans le délire, un peu sur un récit personnel, mettre la photo de soi, c'est leur truc. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça un peu mégalo, effectivement. Maintenant, mettre une photo de ma mère et de moi petit, ça voulait dire que ça centre un peu le récit sur ça, Mm, alors que c'est pas le c'est centre vrai. du récit. Mais concernant sa photo, par contre, il y a une autre anecdote quand même, c'est que c'est ton père qui l'a prise. Exactement. Et ton père, c'est un peu le héros de ton histoire. C'est un peu le personnage C'est central. un peu le personnage principal, ouais. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui... C'est lui que j'ai détesté. C'est lui qui t'a filé le carton, En fait, sans lui, il y aurait pas... C'est une boîte, hein. Il y Attention, aurait le carton, pas... ça fait vraiment. Pardon. Sans lui, il y aurait pas de livre. Oui, et puis sans ces décisions, il n'y aurait pas de moi, même. Ouais. C'est une phrase que tu dis dans ton livre, il me semble, c'est qu'on parle beaucoup des pères absents et pas beaucoup des pères présents. Lui, il a été très présent pour toi et pourtant, ouais, tu lui en as fait baver, ouais. Ouais, ouais, bah oui, mais enfin, je pense que c'était un réflexe un peu d'adolescent, quoi. C'est-à-dire que euh, je dois aller vivre chez ma mère veut que je vive avec elle. J'ai 14 ans et j'ai le droit de le faire. Enfin, j'ai le droit de choisir de vivre chez ma mère à l'époque. Donc, je crois que légalement, c'est 14 ans l'âge. Et moi, je suis beaucoup plus proche de ma mère à l'époque, d'un point de vue. Enfin, c'est un peu plus comme une amie en même temps. C'est Oui, un parce que peu. tes parents sont divorcés. Mes parents sont divorcés, ouais, depuis tout le temps. Enfin, depuis que j'ai 1 an, quoi. Donc, j'ai toujours eu ces deux. Mon père et ma mère de chaque côté, et 2 enfances très différentes, famille nombreuse avec ma mère, un peu galère de thunes, RSA et compagnie, alloc, tout ça, et mon père, chef d'entreprise, qui est pas riche, mais où je suis fils unique, quoi, déjà, donc c'est plus confortable. Mais plus confortable, et malgré tout, je préfère être chez ma mère parce que je suis plus proche d'elle. Il y a une connexion qui est plus forte avec ma mère, quoi. Et, euh, et donc, à 14 ans, elle me propose de vivre avec elle. Moi, je suis OK pour vivre avec elle. En plus, elle vient de déménager dans une grande maison de campagne hyper isolée. Donc,
il y a un peu le côté, je peux faire un peu ce que je veux, enfin, voilà. Et mon père va s'y opposer parce qu'il va avoir un espèce d'instinct sur pas mal de trucs qu'il a ressentis avant, et il va s'y opposer. Et donc moi, en gros, alors je sais pas si je spoil un peu tes Un petit questions. peu. Ouais, bah, dis-moi, dis-moi dans ce cas, Non, mais vas-y, je te continue. laisse, non, non, vas-y, vas-y. Bah non, mais déjà, j'ai une question sur le 2 salles, 2 ambiances que tu décris, dans le livre. Je j'ai mon post-it du coup, où tu dis, 2 maisons, 2 quotidiens, 2 façons d'aimer, 2 façons de poser, des limites ou de ne pas en poser. T'entends quoi par 2 façons d'aimer? Bah, deux façons d'aimer parce que ma mère, elle est beaucoup plus démonstrative, beaucoup plus dans le côté sentimental, visible, c'est-à-dire les câlins, les bisous, ouais, c'est vraiment c'est plus physique, c'est beaucoup plus bah, maternel même, je dirais aussi, je pense. Mais alors que mon père, il est plus froid dans l'aspect, c'est pas du tout la même ambiance, mais par contre, c'est dans l'éducation, c'est dans la transmission, lui, qu'il va être son amour, il va se voir là-dedans. Mais c'est un amour qui se voit pas quand on est ado ou quand on est même enfant. Mmh. On se dit juste, le père, il est un peu la figure d'autorité qui transmet, qui me dit on va aller au musée, on va aller en forêt, je vais te montrer ce que c'est comme coléoptère dans tel arbre. Mais il y a pas on prend pas ça comme de l'amour quand on est gamin. Je l'ai compris bien après, quoi. Avec ma mère, c'est vraiment beaucoup plus simple, c'est-à-dire que on part jamais en vacances. Je crois que j'ai pas de souvenir d'être parti en vacances avec ma mère, tu vois, une seule fois. Mais c'est des trucs du quotidien basique. J'en parle, je crois, dans le livre. Je mets les hamburgers au micro-ondes, congelés, tu sais, où l'intérieur est encore dur, tu vois. C'est vraiment de la mauvaise bouffe. C'est des frites, c'est des sucreries. Enfin, c'est les trucs, c'est un peu les cassos, finalement, qu'ont cette vie-là, mais où tu manges mal et tout par rapport à mon père où d'un côté je mange du coq au vin et du bœuf bourguignon et chez ma mère je mange des hamburgers micro-one avec le steak dur au milieu quoi. Donc t'as vraiment deux ambiances différentes mais je préfère être chez ma mère parce que donc l'amour se ressent. Tu vois, Mmh. et puis elle est plus laxiste donc du coup je peux plus facilement faire ce que je veux aussi. C'est-à-dire, je peux voir mes potes quand je veux. Si j'ai un zéro à faire signer d'un prof, ma mère elle le signe sans broncher quoi. Et chez ta mère, du coup, oui, tu le disais, c'est une famille nombreuse, tu es le grand frère d'une fratrie de 4. Ouais, c'est ça. Ah, il y a une sœur aussi. Mais je sais pas si on dit fratrie dans le cas où il Je y a. crois qu'on dit fratrie. Alors j'accepte. Et du coup, quand tu as 14 ans, elle déménage, dans un vieux moulin. Toi, tu es ado, tu explores, tu vas dans le grenier et tu trouves, des pieds de bœuf Ouais, de marijuana. Marie-Jeanne. Heu, Ils appartiennent à qui ces pieds? Et ben ils appartiennent à l'ancien locataire. L'ancien locataire qui est sur place au moment où je trouve ça d'ailleurs. C'est-à-dire que l'ancien locataire, ma mère quand elle emménage, nous on voit qu'il y a un gars qui est là, qui a une cinquantaine d'années, et elle me décrit le gars, enfin c'est l'ancien locataire, il a encore des affaires à lui, il m'aide à emménager les miennes, et pendant ce temps-là, lui, enfin, petit à petit, il prend ses affaires et il se casse, quoi. Donc il y a une espèce de, pas cohabitation, parce qu'il part, il dort pas sur place, mais il part chez un pote à lui le soir. Mais il y a ce mec qui est là, mais bon, ma mère me le présente comme voilà, le mec qui aide à emménager et qui a des affaires, et c'est tout. Cet ancien locataire, il s'appelle, Joël Colas. Ouais. Cola, je crois. Colas, je Colas. crois. Je pense qu'on s'en fout de Ouais, lui on témoigner s'en un peu de fout, respect. peu importe. Quand tu le vois, il y a rien de particulier, qui te choque, Non. chez lui. Tu te sens pas particulièrement, dangereux ou quoi que ce soit. Mais, bah, il s'avère que en fait, c'est le meurtrier de ta mère et de ton petit frère. Comment est-ce que tu apprends, leur mort? Bah, du coup, je la prends un soir, je suis en train de jouer à la console. PES, Pro Evolution Soccer 2004, je crois, pour les, pour les puristes. Donc, je suis pas du tout dans une ambiance. Je suis plutôt décontracté, c'est-à-dire que je suis vraiment bien et tout en train de jouer. Et là, mon père rentre et je le vois vraiment avec enfin, il a vraiment une attitude qui est pas du tout celle qu'il a d'habitude. Enfin, je le vois avec un côté un peu grave, ouais, les yeux gonflés, vitreux et tout. Je me dis, soit il est bien bourré, ce qui est pas son cas non plus, c'est pas son style. Soit il y a un truc et tout, et il me dit, ouais, tu peux venir, tu peux t'asseoir en face de moi, je vois te parler et tout. Et je me dis, ah ouais, j'ai dû faire une dinguerie à l'école, mais pourtant, marrant, parce que
pas le souvenir d'avoir fait un truc de ouf, quoi. Mais dans ma tête, je me dis juste, je vais me prendre, enfin, il va y avoir un truc, j'en sais rien, tu vois. Et vu que ça m'arrivait quand même de faire quelques conneries à l'époque, je me suis dit, bon. Et là, je m'assois et il me dit vraiment, je vois qu'il met un peu, enfin, c'est très lourd comme ambiance. Il y a vraiment un truc pesant et il me regarde, il se sert un verre de whisky et il me dit, ta mère s'est fait tuer. Il me dit ça comme ça, quoi. Ta mère s'est fait assassiner. Et, euh, et moi, mon premier réflexe, ça va être de lui dire, et Maë. Et il me dit Maë aussi. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pourrais pas trop décrire comment j'étais moi, mais juste il y a un état de sidération générale. Enfin, il y a ce côté un peu, on a l'impression de se voir un peu à la troisième personne, quoi. Il y a- Maë, il avait 2 ans, c'était le petit dernier. Ouais, Ce qu'on voit dans le bouquin, c'est que avec lui, tu avais une relation qui allait au-delà du simple lien fraternel. Parce que ta mère se barrait souvent, et en ouais. fait, c'était toi qui t'occupais de lui, donc en fait, limite, t'avais une figure de père, quoi. Ouais, complètement. Bah, parce que surtout, bah, oui, jusqu'à ces 2 ans, au final, faut changer des couches, faut donner à manger, c'est pas des trucs qui sont très techniques à faire, mais quand on a, à l'époque, j'avais entre 12 et 14 ans, quoi. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément instinctif, mais c'est vrai que je le faisais parce que ma mère, elle me disait de le faire. Donc, en fait, elle partait, elle me disait, ouais, je vais chercher des clopes. Et les clopes, c'est à 30 minutes, donc aller-retour 1 heure. Puis elle s'arrêtait pour voir une pote vite fait. Donc, en fait, ça parlait pendant 2 heures. Donc, elle me disait, je te mets ça, t'as juste à faire réchauffer, tu donnes à manger, machin, tu le mets au lit à telle heure. Enfin, voilà, c'était assez. Mais même mon frère, ça m'est arrivé de garder mon frère, enfin, mes 2 frères et ma sœur, des fois. Et ça, c'est le genre de truc d'ailleurs que mon père détestait Mm. parce qu'il trouvait ça inconscient. Quand je lui disais des fois, il m'appelle à ce moment-là et je pouvais lui dire, bah non, elle est pas là. Donc là, t'es tout seul avec tout le monde. Ça pouvait arriver ce genre de choses. Ouais. Et ça mettait une ambiance. Et souvent, mon père s'embrouillait avec ma mère à cause de ça. T'es inconsciente de laisser 3 gamins. Enfin, Mm. tu vois, voilà, il y avait vraiment ce truc. Mais moi, je pense que ça m'a plutôt servi ce truc-là. En quoi? Bah, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce côté responsabilité très jeune Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui me fait peur. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais c'est pas un truc qui me fait peur tu vois, je changeais des couches. J'ai pas l'impression que j'ai besoin d'acheter un manuel pour savoir comment éduquer un gosse, tu vois. Mm. Je pense que c'est assez. Enfin, je verrai quand j'aurai un enfant, mais en tout cas, j'ai pas du tout le truc de me dire, je vois des potes à moi qui ont des livres, tu sais, pour savoir comment éduquer des gamins, tu vois. Enfin, tu vois, mon père, il a pas de livre comme ça. Ah, toi, t'as ce livre. Toi, tu Non, l'as. mais j'ai regardé des vidéos. Ouais, mais tu vois, mais je sais pas, moi, enfin, en tout cas, je sais que mon père, il a eu ce truc-là avec moi, très instinctif, à pas chercher à savoir comment faire. Mais moi, je pense que j'aurais aussi ce truc-là, j'aurais pas nécessairement besoin de, tu vois, de guide, quoi. On verra. On verra. Et du coup, à partir de ce soir-là, tes souvenirs, en gros, ça peut se résumer en un seul mot, du brouillard, quoi. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est l'amnésie traumatique? Alors ça, c'est un terme que je découvre après, tu vois, que je découvre. Enfin, sur le moment, je mets pas du tout de mots là-dessus. Mais c'est le fait d'avoir. Moi, j'ai 4 ans de ma vie, c'est totalement flou, troué. J'ai plein de souvenirs, j'ai des vacances dont je me rappelle pas du tout. Des vacances avec mon père, avec ma grand-mère et tout. Et en fait, je suis un peu biaisé par plein de trucs parce que mon père est photographe. Donc, en fait, il a toujours pris beaucoup de photos. Et en fait, beaucoup de souvenirs que j'ai, en fait, qui sont des photos. C'est-à-dire que j'arrive mais en fait, la plupart des choses où il n'y a pas de photos, en fait, je me rappelle pas, quoi. De mes ouais, 14 à 18, 19 ans, même des fois un peu après, ou enfin, il y a des trucs où. C'est un mécanisme du cerveau pour te protéger? Je pense, ouais. Je pense. Alors après, je suis pas. Je suis pas physicien ou je suis pas biologiste, mais j'imagine que tout comme les filles qui subissent des agressions, des choses comme ça, je crois que le cerveau il met en place des choses pour se protéger, pour essayer d'avancer en se disant bon t'inquiète, ça c'était un peu chiant, on va te faire oublier. Enfin, j'imagine, hein, je vois que ça de possible, quoi. Mais ouais, ce qui t'aide à traverser la douleur, c'est le fait d'être entouré. Ouais, bah, je pense qu'il m'aide, c'est clairement mes potes à cette époque. Je pense que c'est vraiment le. Parce que vu que j'en veux à mon père, que je suis complètement en opposition avec lui, que je partage quasiment plus rien avec, mes seuls repères, c'est mes potes. C'est une bande ouais, de 2-3 potes quand j'ai 14 ans, qui s'agrandit quand j'en ai 17-18, avec des nouveaux arrivants. Mais globalement, un noyau de 5-6 potes
que je vois tout le temps. Et même après, quand je prends mon appart à 18-19 ans, enfin, je prends un appart, mes potes sont tout le temps là, quoi. Tous les jours, mes potes sont chez moi. Genre, j'ai besoin de ça, quoi. Pourquoi t'en veux à ton père? Bah, parce que, en fait, justement, c'est un peu le titre du livre, c'est que je me dis, normalement, si j'aurais dû être là à l'époque où ça arrivait. C'est-à-dire que quand ma mère s'est fait tuer, genre, et mon petit frère, j'aurais dû être là sur place. Et c'est ce que je me dis quand j'ai 14 ans. Je me dis, si mon père s'était pas opposé à à ce que j'aille chez ma mère pour y vivre, bah, peut-être que j'aurais pu changer quelque chose. J'aurais peut-être pu, du haut de mes 14 ans et de mes 1,60 m, empêcher cet assassinat. Sauf que c'est un truc, c'est utopique, quoi. C'est un truc de gamin. On se dit ça et ça permet de trouver aussi un coupable. Genre, mon Ouais. père, c'est le coupable idéal parce qu'il m'a empêché d'y être. Je voulais vivre chez ma mère à 14 ans. J'avais le choix, je pouvais y vivre, c'était OK. Et moi, je voulais vraiment aller vivre chez elle parce que j'étais plus proche d'elle. Et donc, je décide de m'y installer un peu dans le dos de mon père. C'est-à-dire que mon père, je le préviens pas. Limite, je veux partir chez ma mère et plus jamais revenir chez mon père et dire à mon père, bon, moi, je reviendrai pas en fait. C'est bon, je vis chez maman, quoi. C'était Mm. un peu mon plan, quoi. Et mon plan d'énorme lâche, de pas assumer enfin, de pas assumer devant mon père. Et la dernière fois que je vois ma mère et mon père ensemble, c'est ma mère qui lui annonce, oui, bah oui, de toute façon, il va vivre avec moi. Et là, mon père, non, pas du tout, en fait. Donc là, il apprend ce truc-là, donc il est complètement choqué. Et il me dit, bah, non, du coup, il va rester là ce week-end, déjà, premièrement. On va avoir une discussion. Et, euh, et non, il va pas vivre chez toi, tu vois. Alors même si j'avais le droit d'y vivre, Tu parlais d'intuitions tout à l'heure qui lui ont fait dire qu'il y avait un truc chelou chez ta mère. C'était quoi ces intuitions? bah, en fait, il y a plusieurs choses. Et il y a, par exemple, le cannabis, c'était un des éléments En fait, il y a eu plusieurs choses. Le fait que ma mère parte précipitamment, déjà, ça a été le premier indice. C'est-à-dire qu'elle est partie de Bourges, elle avait toujours vécu à Bourges, je veux dire, ou pas loin de Bourges, à 10 minutes. Et là, d'un coup, elle part à 1 h 30, donc beaucoup plus loin, pour soi-disant se rapprocher de ses parents, dont elle n'a jamais été proche. Elle est partie de chez elle très tôt, à 14 ans même. Enfin, donc, c'était très bizarre comme truc. Donc, mon père, déjà, ça, c'était un premier indice. Aujourd'hui, tu sais pourquoi elle a fait ça ou... Pas vraiment, en fait, c'est un peu bizarre. Il y a des histoires il y a des histoires de dettes. Il y a des histoires de dettes. Il y a des histoires aussi elle aurait fui le père de Maë. Mais en tout cas, voilà, tous ces trucs, c'est des éléments où mon père il se dit, ouais, c'est bizarre. Elle fuit clairement une ville où elle a tous ses repères. En plus, enfin, là, il y a le truc elle veut que son fils vive chez elle définitivement, en l'embrigadant un peu. Voilà, il y a le cannabis. Enfin, il y a plusieurs trucs comme ça. Et la famille des grands-parents, enfin mes grands-parents, les parents de ma mère, sont pas les personnes les plus euh, saines d'esprit, pour ne pas dire pire. Bah, à tel point que, enfin, comme je disais, ma mère est partie à 14 ans de chez elle, c'est que voilà. Et donc le fait que mon père voit qu'elle se rapproche de ce milieu, il y a un problème, quoi. Mm. Et elle aura raison parce que, en fait, si tu veux, ma mère a trouvé cette nouvelle maison euh, par son frère qui était en prison. Ma mère a un frère qui est en prison et qui Ok. lui dit, j'ai un super plan de logement, si tu veux vivre là-bas. C'est un mec que je connais qui libère un appart bientôt, enfin une maison de campagne. Donc super plan, c'est pas cher et tout machin. Donc c'est lui qui met en contact ma mère et ce mec, Ok. donc son propre frère, qui est en tôle. Et on apprendra plus tard que le mec qui l'a assassiné, donc l'ancien locataire de la maison, était son codétenu. Ok. Donc en fait, le gars, il s'est dit, Oui, parce que Joël Colas, on parle... Colas, j'en sais rien. ouais, On parle d'un ouais, récidiviste bien qui sûr, avait été diagnostiqué psychopathe. ouais. Et son frère, ça l'a pas inquiété. Non, après, je pense que son frère, il n'avait pas forcément le diagnostic, mais en tout cas, il savait qu'il s'était conduit en prison. Ouais. Et les faits, il y a eu des faits de viol, il y a eu des faits de violence sur sa propre mère, enfin, il y a pas mal de trucs. En tout cas, tu sais normalement que ce genre d'individu, tu le mets pas en contact avec ta sœur, quoi. C'est un truc qui paraît un peu logique, quoi. Ouais. Bah, justement, pour en revenir au meurtrier, à la justice, du coup, il a eu 22 ans de réclusion criminelle. Ouais, Bon, il s'est suicidé au bout de 2 ans. ouais. T'étais pas en colère contre la justice?
Est-ce que tu t'es pas dit, si elle avait fait son boulot, en fait, il aurait jamais pu, aller au bout? Bah, en fait, la colère contre la justice, tu l'as pas direct. Je l'ai pas eu à 14 ans, quoi. Ouais. Tu vois, genre, au début, c'est vraiment bizarre, mais tu l'as plus contre des gens qui sont proches de toi. T'en veux un peu à des gens sans raison. Mais la justice est venue plus tard. C'est venu même il y a pas si longtemps. D'ailleurs, c'est pas de la colère. Je suis pas un ado, tu vois. Mais genre, en regardant, je me dis, putain, c'est vraiment. Ça va pas changer, quoi. Tu vois, genre, je Mmh. me suis dit, il y a vraiment toujours ce truc un peu je dirais de laxisme. Même si les gens vont me dire, ouais, mais là, il aurait pris 22 ans. Ouais, il aurait pris 22 ans, mais est-ce que 22 ans, c'est suffisant déjà? Enfin, il serait là, c'est-à-dire que j'ai 35 ans, il serait sorti là. Ouais. Tu vois, ça fait 22 ans, Mmh. quasiment. Tu vois, genre à un an près, il sortait là dans un an, donc je pouvais voir le mec, il aurait eu, je sais pas, 75 balais, tranquillement, en ville, le croiser. Enfin, il habite pas à Paris, mais j'aurais pu le croiser si j'étais à Moulins, à Ouais. Carrefour City, tu vois. Genre en train de faire ses courses alors qu'il a buté un gamin de 2 ans et une daronne, quoi, tu vois. Donc déjà, ça, il y a quand même un truc particulier. Et oui, de fait, apparemment, vu qu'on voit qu'il a déjà un casier énorme et un passé judiciaire chargé, ouais, je trouve ça étonnant qu'il ait autant de facilité à sortir, à être en proximité d'une femme, d'un enfant et tout. Enfin, Ouais. Est-ce que tu as une sorte d'apaisement après le procès, une fois que, le mec est enfermé, c'est bon? Est-ce que tu as une sorte de clôture qui se fait en toi? non. Non, en fait, c'est même bizarre. Ben, pareil, j'ai pas des masses de souvenirs à part le côté traumatisant de l'audience, où tu dois témoigner tu sais, il y a des mecs de partout, t'as toute ta famille, t'as des mecs en robe et tout, là. Enfin, tu sais, genre, c'est des avocats, des trucs, enfin, c'est vraiment. Et puis t'as surtout le- le- l'assassin, tu Ouais. sais, qui est vraiment à 4 mètres, quoi, tu Il se vois. passe quoi dans ton cerveau à ce moment-là? Franchement, il se passe beaucoup de trucs, hein. Il y a des pulsions, il y a des trucs où tu te dis, c'est quand même pas très loin. Euh, Ça serait facile, en fait. Ouais. Enfin, il y a vraiment ce truc de. Ouais, il y a pas de vitre, il y a pas Non, mmh. c'est vraiment. Il y a juste, faut pas se rater, il y a deux flics de chaque côté. Ça serait con de se rater, quoi. Mais non, vraiment, il y a vraiment ce truc, c'est sûr, qui te traverse l'esprit. Quand il est condamné, enfin, pour tout te dire, j'ai pas du tout je me dis pas, dans ma tête, je me dis, c'est sûr qu'il va, enfin, il y a toutes les preuves et tout. Donc je sais d'avance, en fait, on sait d'avance que c'est lui. Au moment où, c'est pas comme dans les trucs où, tu vois, les films où tout le monde applaudit, ouais, il est condamné il a pris 22 ans. En fait, on le sait tous d'avance qu'il va prendre perpète, globalement, quoi, qu'il va prendre au moins 20 ans. Donc il y a pas une satisfaction, il y a pas un truc. Et puis pareil, je sais pas si dans tes questions il y a ça, mais pareil, 2 ans plus tard, quand j'apprends qu'il se suicide, tu vois. Mmh. J'ai pas du tout je me dis pas yes, je me dis bah en fait, il va quand même esquiver 22 ans à croupir dans une cellule. Bon, maintenant les cellules, t'as la console et tout, donc est-ce que c'est pas mieux, tu vois, qu'il soit suicidé? Et je me dis, s'il s'est suicidé, il devait passer des mauvais moments dans les douches. Et parce que je pense qu'un mec qui rentre en prison pour un double homicide sur une femme et un enfant de 2 ans, bah, je suis pas spécialiste du milieu carcéral, mais je pense qu'il peut passer des mauvais moments. Donc je me dis potentiellement c'est peut-être la meilleure sanction qu'il ait pu avoir, c'est avec ses petits potes tu vois, en prison. Les mecs, ils ont dû lui faire passer des je sais pas, des entretiens pas ouf, tu vois. Et donc le mec, s'il en est venu à se suicider, c'est vraiment que ça devait être un calvaire aussi. Parce il a jamais eu de remords. Il a jamais donc exprimé de remords. Donc s'il s'est suicidé, c'est pour d'autres raisons. Donc ça se trouve, il s'est même fait suicider, j'en sais rien, quoi. Mais Mmh. dans tous les cas, c'est mieux pour moi que ça se passe comme ça. Pendant cette période, il y a un peu tous les adultes autour de toi qui t'attendent, en fait, qui attendent le craquage, quoi, qui attendent le moment où tu vas, casser, quelque chose ou, frapper, dans un mur et en fait, ce moment, il n'arrive jamais parce qu'en fait, tu n'extériorises jamais. Non. Ouais, j'ai pas de moment, il y a pas de truc, je deviens pas quelqu'un de turbulent, parce qu'à l'école, j'étais pas très bon et je suis resté pas très bon, quoi. Juste, je dormais un peu en cours, mais je suis pas devenu Perturbateur, quoi. ouais, ouais, j'ai fait plus de conneries avec un peu plus un peu le côté un peu plus rien à foutre des conséquences. Mais je pense que le truc qui m'a vraiment. J'aurais pu clairement faire des. J'ai traîné avec des mecs qui n'étaient pas les meilleurs à une époque, surtout vers 14 15 ans. Mais euh, j'ai toujours eu peur quand même que mon père m'embrouille si je faisais de la merde. Et en fait, je pense que c'est clairement ça
qui m'a vraiment sauvé. Voilà, j'aurais pu vraiment faire, je pense, beaucoup de conneries. Mais à chaque fois, je me dis, putain, si je vais au commissariat, enfin, si on se fait choper là, sur ce truc-là, et que je vais en garde à vue et que mon père doit venir me chercher, enfin, c'est terrible. Mm. C'est terrible. D'une, je sais que je vais le décevoir terriblement. Et, et en plus de ça, je vais me faire défoncer, quoi. Enfin, genre, c'est pas physiquement forcément, mais enfin, donc je pense que j'ai toujours un peu craint l'aspect autoritaire chez lui, et ça m'a permis de jamais faire des dingueries Oui, à parce que côté. ton père, il a pas utilisé en fait la mort de ton petit frère et de ta mère Jamais. comme une excuse, quoi. Jamais, ouais. Ouais, jamais. Il a jamais été dans ce truc. Il a jamais été dans ce truc un peu victimaire de me dire, bah, vu qu'il a vécu ça, je vais adapter mon éducation, je vais être un peu plus laxiste. Jamais, en fait. Je pense que ça a été un peu l'inverse. Il s'est dit, vu qu'il a vécu ça, je pense qu'il va y avoir une perte de repères. Il est déjà un peu dans l'anticipation de ce qui pouvait se passer, se produire dans la tête d'un enfant, enfin, d'un ado à cet âge-là. Je pense qu'il s'est dit, au contraire, il faut que je le cadre davantage, mais pas que je l'étouffe. C'est-à-dire qu'il faut pas. Et puis en plus, il voyait que je lui en voulais, donc du coup, il y avait un côté un peu compliqué. Tu veux éduquer quelqu'un, mais qui un peu te déteste, c'est Et ça, c'est un passage que t'écris page 188. 201. J'ai fait au hasard. Nous traversons une époque qui se méfie de l'autorité. Notre société s'est construite sur l'idée 68arde qu'il serait interdit d'interdire, que toute contrainte constituerait une oppression et toute limite une violence. La figure du père, et plus largement toutes les figures d'autorité, ont été progressivement caricaturées. Dureté, rigidité, domination. C'est quoi le rôle du père, selon toi? Bah, moi, enfin, selon moi, voilà, c'est un cadre, en fait. Je vois le côté. En fait, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, le côté autoritaire, on le voit un peu, c'est péjoratif. Alors que je trouve, moi, à titre perso, que l'autorité est positive et permet d'avoir un cadre et d'avoir une éducation qui est meilleure selon moi, hein. Mais après, c'est ma vision. En tout cas, moi, je sais que moi, ça m'a sauvé. Je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, en règle générale, d'être rigoureux, d'être méthodique, ouais, d'avoir un cadre toujours assez sain et tout. Ça m'a toujours. Et je dois ça à mon père, enfin, à l'éducation qu'il m'a transmise. Et je pense que ça m'a plutôt réussi au cours de ma vie, même professionnellement, quoi. Enfin, j'ai arrêté l'école en seconde, quoi, tu vois. Donc, et j'ai toujours eu des tafs qui étaient plutôt. Enfin, j'ai réussi à force de persévérer, à avoir des tafs plutôt cool et à changer de voie, de pouvoir être dans des milieux assez sympas et côtoyer des gens comme toi. Donc, c'est déjà très cool. Oui, ça t'a permis d'être influenceur. Bah, alors, ouais, non, pas vraiment. Mais je me considère pas du tout comme influenceur. Bon, d'ailleurs, je précise en tout cas, moi, je me permets de faire de l'humour avec toi parce que, en fait, t'écris que le rire, c'est ce qui rend le chagrin respirable. Est-ce que ça a été une des choses qui t'a permis de ne pas te noyer, l'humour? Ouais, complètement. Mais je sais pas si c'est un réflexe. J'ai traîné avec des mecs depuis que j'ai 14 ans et même après, où vraiment le moteur du truc, il y en a pour qui c'est le foot, la console et tout. Nous, il y avait un peu de tout ça, mais vraiment l'humour, on se vannait tout le temps, on était vraiment dans l'autodérision, dans les vannes, il y a vraiment ce truc. Et c'est un marqueur très fort de chaque pote que j'ai. C'est-à-dire que vraiment, c'est, on est tous vraiment dans un truc, d'un concours de celui qui fera rire l'autre. Et Et tu faisais même des vannes sur ta mère, en ouais, fait. bien sûr, bien Mais sûr. tôt. Enfin, je Ouais, veux dire, ouais, t'as très tôt, ouais, ouais, très pas... tôt, mais je pense vers 15 ans, 16 ans déjà, quoi. Avant même le procès, quoi. Mm. Je pense que j'avais vraiment ce truc. Et en fait, c'est une soupape, ça permet de relativiser, ça permet d'être un peu moins, je pense, je sais pas. En fait, déjà, il y en a qui vont dire, ouais, mais quand même rire de ça, c'est un peu limite et tout, mais ça va pas faire revivre de pas en rire. Enfin, et moi, j'avais plutôt l'impression, la sensation que faire des vannes, tant que c'est bienveillant, parce que l'idée, c'est pas d'être dans un truc méchant, tu vois. Mais mes potes, c'était jamais méchant, c'était vraiment juste pour faire des vannes. Ouais, c'est pas ta mère qui dirait ça. Enfin, et mon frère fait ça aussi. Enfin, il y a Mm. vraiment ce truc où ça fait du bien, parce qu'en fait, ça permet d'en parler, mais sous un prisme joyeux. Ouais. Tu vois, et les gens se disent pas que inconsciemment, pour le cerveau, c'est agréable d'avoir du rire et ma mère dans la même truc. Ouais. Même si pour l'extérieur, les gens vont dire non, mais ça, c'est scandaleux, tu vois. Ouais, mais pas pour mon cerveau. Mon cerveau, il le voit, il fait un truc il fait une association de joie et de souvenirs de ma mère, tu vois. Donc c'est positif pour moi. Et ça m'a servi
ouais, toute ma vie, je pense. Et puis, je pense que je suis drivé par ça au quotidien. J'aime bien ce truc-là. J'aime bien faire rire les gens. Mais tu vois, par exemple, La Cringerie, c'est un compte que j'ai créé pendant le Covid. C'est un truc qui a quand même eu, je sais pas, des 200 000 abonnés, des choses comme ça. Ce qui m'a d'ailleurs permis de connaître beaucoup de gens euh, des milieux humoristiques et médiatiques qui m'ont aussi permis d'avoir un métier à Paris, hein, en vérité. C'est un truc qui m'a permis, qui m'a ouvert des portes. Parce que oui, j'avais cette volonté de voir, et pourtant je prenais pas d'argent avec La Cringerie, mais donc j'aimais bien trouver des trucs que je trouvais moi drôles et y mettre ma touche en story, faire un peu de la mise en scène, je trouvais ça marrant et j'aime bien ça, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à être très sérieux. Même, tu vois, dans les trucs de promo, ça me fait toujours un peu bizarre de devoir parler très premier degré, Mm. même du livre, qui est pas un truc marrant, mais je préfère s'il y a un ton un peu plus léger, même pour ça, quoi. Bah tant mieux alors. Voilà, tant mieux. C'est pour ça que j'attendais ton invitation. J'aimerais bien qu'on termine sur une note d'amour. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton père? Bah, en fait, c'est un peu le truc que je me suis fait comme réflexion quand j'ai dû tu sais, lui donner un livre et lui écrire un message. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux écrire comme message? Alors qu'en fait, le message, c'est le livre. Tu vois, genre, en fait, j'ai même pas eu de ce que j'ai écrit. Je lui ai dit bah, j'ai pas une meilleure dédicace à faire que de te dire que le livre, il est pour toi. Et bah, tout le livre, en fait, tout se concentre. C'est la figure, la figure centrale du livre, c'est le personnage principal. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé, que j'ai détesté, qui m'a qui m'a tout transmis et j'ai eu la chance de, malgré le fait de ne pas faire d'études supérieures, d'avoir quand même des bases assez solides, même d'un point de vue culturel, grâce à lui. Bah, Et gros big donc, up à ton papa. ouais, gros big up et surtout, bah, de toute façon, il le sait, je pense on a quand même gardé cette petite pudeur enfin, moi, je suis un peu comme lui, pas très démonstratif non plus, mais du coup, il sait, et voilà quoi. Merci Louis. Merci Léane. J'invite les gens à aller lire ton livre. J'aurais dû être là.